Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a vraiment tout d'un thriller géopolitique, sauf que là, tout est bien réel. Et ça se passe sur la plus grande scène judiciaire du monde. Exactement. Imaginez, hein, on est à l'Aï, au Palais de la Paix, et là, deux nations qui s'affrontent. D'un côté, le Soudan, qui porte une accusation d'une gravité inouïe, Et de l'autre, les Émirats arabes unis. voilà. Et l'enjeu, c'est une accusation de complicité dans le pire des crimes, un génocide au Darfour. On va décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur un article très détaillé de L'Orient le Jour. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que la justice pourrait ne jamais se prononcer sur le fond. C'est ça qui est fascinant. Tout pourrait capoter à cause d'une petite phrase, une clause écrite il y a presque 20 ans. C'est exactement ça le nœud du problème. Mais avant de parler droit, il faut peut-être juste rappeler le contexte. Sur le terrain, c'est terrible. Oui, absolument. Depuis 2023, le Soudan est ravagé par une guerre civile d'une violence extrême. D'un côté, l'armée régulière, de l'autre, les paramilitaires, les FSR. Les forces de soutien rapide. C'est ça. On part déjà de dizaines de milliers de morts, de millions de déplacés. C'est une crise humanitaire totale. Et c'est dans ce chaos que le gouvernement soudanais a décidé de jouer cette carte spectaculaire. Une carte juridique. Oui, attaquer non pas les FSR eux-mêmes, mais l'État qui l'accuse de les armer, de les financer. Et ça, devant la Cour internationale de justice. Et l'accusation, elle est directe. Le Soudan dit que les Émirats sont, je cite, le moteur du génocide contre l'ethnie massalite au Darfour. C'est une accusation extrêmement grave. Ah oui, ce serait par le soutien massif au FSR, ces rebelles majoritairement arabes. On ne parle pas d'une simple ingérence là, mais bien d'une complicité directe. Mhm. Le ministre soudanais de la Justice, Mouawiya Osman, a eu des mots vraiment glaçants à la Cour. Il a dit que le soutien des EAU reste le principal moteur du génocide perpétré par meurtre, viol, déplacement forcé, pillage. C'est brutal, quoi. C'est une accusation frontale, oui. En droit international, prouver un génocide, c'est déjà un défi immense. Mais alors là, prouver la complicité d'un État tiers, ça ajoute une couche de complexité énorme. Et concrètement, qu'est-ce qu'il demande à la Cour? La demande, elle est double. D'abord, une mesure d'urgence. Que la Cour ordonne aux Émirats de cesser immédiatement tout soutien. D'accord, stopper l'hémorragie. Voilà. Et ensuite, la demande de fonds est des réparations complètes. Et là, ça voudrait dire des milliards de dollars pour indemniser les victimes, pour reconstruire. L'ambition est colossale. Face à une charge pareille, on imagine que la défense des Émirats est musclée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne se contentent pas de nier, ils retournent la situation. Comment ça? Pour eux, toute cette affaire, c'est du théâtre politique, une simple diversion du gouvernement soudanais pour qu'on oublie ses propres échecs, sa propre responsabilité dans cette guerre. C'est une défense très agressive. Plus qu'agressive, c'est une stratégie de délégitimation. En gros, ils disent à la Cour, ne vous faites pas avoir, le vrai sujet, c'est pas nous. Ce sont les motivations de celui qui accuse. Ah oui, d'accord. La représentante des OAMU, Rim Ketait, a eu cette phrase très forte. L'idée que les Émirats arabes unis sont à l'origine de ce conflit est on ne peut plus éloigner de la vérité. Elle a même dit que les accusations étaient de pure fabrication. On est donc dans un choc total. Une accusation absolue contre un déni absolu. Exactement. C'est fou. D'un côté, on nous parle de crimes contre l'humanité et de l'autre, d'une manipulation de la justice. Mais alors, une question. Si les accusations sont si graves, pourquoi est-ce que l'affaire pourrait ne mener à rien? On parle quand même de la Cour mondiale. Sa compétence devrait être évidente pour un crime comme le génocide, non? C'est là que tout bascule. On passe du drame humain au pur casse-tête juridique. Et tout tient en un seul mot, une réserve. Une réserve, c'est-à-dire. En 2005, quand les Émirats ont ratifié la Convention sur le génocide, le texte de Bâle, ils ont ajouté une petite clause. Une réserve. Et cette réserve, elle concerne l'article 9 de la Convention. Et cet article 9? C'est précisément l'article qui donne à la Cour internationale de justice la compétence pour juger les disputes entre États sur l'application de la Convention. Attends, je vais être sûre de bien comprendre. Ça veut dire qu'un pays peut signer le traité le plus important au monde contre le crime des crimes, tout en ajoutant une petite note qui dit « Au fait, vous ne pourrez pas nous poursuivre devant la justice pour ça C'est exactement ça. ». Mais c'est une sorte de joker juridique alors?
C'est un parfait joker juridique. C'est une pratique qui est permise par le droit international au nom de la souveraineté des États, mais qui est évidemment très très controversée pour des textes aussi fondamentaux. J'imagine. Et les conséquences sont vertigineuses. L'article qu'on analyse cite un expert, Michael Baker, qui est très pessimiste. Pour lui, il est très peu probable que la Cour se déclare compétente. Ah oui, Il pense que la Cour va examiner cette réserve et simplement conclure que sa porte est fermée. L'affaire serait rejetée, avant même d'avoir ouvert le dossier. c'est assez ahurissant. On a des milliers de vies détruites et la justice pourrait se déclarer incompétente à cause d'une subtilité administrative qui date de 20 ans. Voilà. C'est la dure réalité du droit international parfois. Mais alors, face à ça, comment le Soudan peut espérer s'en sortir? Quelle est leur stratégie pour contourner ce mur? Leur seule carte, c'est d'attaquer la validité de la réserve elle-même. D'accord. L'argument de Khartoum, c'était dire que cette réserve est, je cite, incompatible avec l'objet et le but de la Convention sur le génocide. C'est-à-dire? L'idée, c'est que la prévention du génocide, c'est une norme impérative, ce qu'on appelle le jus cogens en droit international, une responsabilité qui pèse sur toute l'humanité. Permettre à un État de s'y soustraire avec un artifice juridique, ça viderait le traité de tout son sens, quoi. Donc c'est la lettre de la loi contre l'esprit de la loi. C'est exactement ça. C'est un débat juridique hyper pointu, mais avec un enjeu très concret. La Cour va devoir décider si la souveraineté des Émirats, qui leur a permis de poser cette réserve, est plus importante que l'obligation universelle de répondre d'accusations de génocide. C'est la première bataille en fait. Elle est toute première bataille. Si le Soudan la perd, tout s'écroule. S'il la gagne, ce qui serait un exploit, alors seulement le procès sur le fond pourra commencer. Et pendant que cette bataille d'experts se joue dans le calme, à La Haye, la guerre, elle, continue. Ce contraste est terrible. Il est terrible, oui. L'article nous le rappelle cruellement. Le jour même où les avocats en robe débattaient de cet article 9, sur le terrain, les FSR prenaient la ville d'Umkadada. Et c'est une ville importante, hein. Ce n'est pas un détail, non. C'est un verrou stratégique qui mène à El Fasher, la dernière grande ville du Darfour Nord qui résiste encore. Chaque heure qui passe à La Haye, c'est une heure où la carte militaire du Soudan est redessinée, dans le sang. La justice a un temps long. Et la guerre a un temps immédiat et brutal. On voit bien les différentes dimensions de ce conflit. Le juridique à La Haye, le militaire sur le terrain, et il y a aussi la diplomatie, j'imagine. L'article mentionne les États-Unis et l'Arabie saoudite qui appellent à des pourparlers. Oui, il y a des efforts diplomatiques, bien sûr, mais on a l'impression que ces appels sont un peu noyés dans le bruit des armes et des procédures juridiques. Pourquoi? Parce que chaque camp semble encore croire qu'il peut l'emporter, soit militairement, soit juridiquement. Et puis, il faut être lucide sur les limites de la justice internationale. C'est vrai. Imaginons le scénario idéal pour le Soudan. La Cour écarte la réserve, juge l'affaire, et dans quelques années, elle condamne les EAU. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est la grande question. Une décision de la CIJ est contraignante, en théorie. En théorie, oui. Mais la Cour n'a pas de police, elle n'a pas d'armée pour faire appliquer ses jugements. Son pouvoir, il est avant tout moral, diplomatique. L'exemple cité dans l'article est parfait. En 2022, la Cour a ordonné à la Russie de cesser son invasion de l'Ukraine. On a bien vu le résultat. Voilà. Ça n'a eu absolument aucun effet sur le terrain. Ce qui veut dire que même une victoire judiciaire du Soudan ne garantirait rien. Ni la fin du soutien, ni la justice pour les victimes. La vraie bataille, elle est peut-être ailleurs, pour l'opinion publique internationale peut-être. C'est sans doute ça, le véritable enjeu. Obtenir un jugement qui, même s'il n'est pas appliqué, inscrirait dans le marbre de l'histoire la responsabilité des Émirats. Une victoire morale. Une victoire morale et un précédent. Ça pourrait influencer les relations diplomatiques, les investissements, l'image du pays. C'est moins que la justice totale, mais c'est déjà beaucoup plus que rien. Si on résume, le tableau est... Vertigineux. D'un côté, on a des accusations de crimes de masse, une situation humanitaire catastrophique, une guerre qui s'aggrave. Ça, c'est la réalité, crue, humaine. Et de l'autre, on a une partie d'échec juridique à La Haye, où l'avenir de tout le dossier dépend de l'interprétation d'une clause technique, de cette fameuse réserve. La plus haute cour du monde pourrait se retrouver les mains liées. C'est un miroir parfait de la puissance et de l'impuissance du droit international. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement ce cas. Laquelle? Au fond, si un État peut, avec une simple manœuvre juridique, s'immuniser contre la justice mondiale pour le crime de génocide, quel est le poids réel de ces grandes conventions qu'on a bâties après les pires drames du XXe siècle? Pour protéger l'humanité. Exactement. Est-ce que ça veut dire que l'esprit de la loi,
Cette grande idée de dire « plus jamais ça » peut finalement être vaincue par une simple astuce dans la lettre de la loi. C'est une question qui hante les couloirs du Palais de la Paix et qui devrait tous nous interpeller.